J'aime ça, la chose municipale. Je trouve ça intéressant. Je peux juste pas m'empêcher d'en parler. Mais vouloir comprendre la chose municipale, ça, c'est complexe. Ça peut ressembler à un cube Rubik. Ça a plusieurs facettes, des couleurs, des milliards d'agencements. Ça peut être le fun. Des fois, c'est enrageant, mais ça demeure toujours captivant. J'aime ça, la chose municipale. Plus je m'y intéresse, plus j'ai envie d'en savoir et d'en parler aussi avec des gens. Dans cette série de balados, on parle du qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi de la chose. Ici Corinna Bastiani et bienvenue dans la chose municipale. Quand son livre « La ville analogique » est sorti au printemps 2022, je suis allée rapidement me le procurer. J'avais une intuition. J'ai tellement aimé ça, j'ai appelé l'auteur et je lui ai proposé de poursuivre la conversation en balado. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas débuter cette série de balados que je mijote depuis si longtemps avec un point de vue 2022 global sur la ville? Dans cet épisode, je parle avec le sociologue, professeur en théorie de la ville et musicien, Guillaume Ethier. Pour commencer, Guillaume, veux-tu nous faire un petit rapport? Sociologue, professeur en théorie de la ville. La théorie de la ville, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bonne question. J'ai étudié en sociologie, puis je me suis intéressé à un moment donné dans mon parcours à toutes sortes de textes qui ont été écrits à travers l'histoire, puis qui parlent de la ville d'une façon ou d'une autre, des théories urbanistiques, comment est-ce qu'on devrait la construire. À travers l'histoire, on a imaginé des mondes différents, puis on les a déposés comme projet de société dans des villes. Alors, c'est ce que j'enseigne. Quelles idéologies traversent la façon dont on conçoit les villes à travers le temps. Comment le 20e siècle a, par exemple, été marqué par le modernisme, qui est un courant de pensée qui venait de l'architecture, qui est une façon de concevoir comment repenser les villes différemment. Quand on essaie de réfléchir à l'avenir, puis on se dit, peut-être on a déjà réfléchi aux conditions urbaines, peut-être qu'il y a des solutions qu'on peut aller rechercher là-dedans, penser différemment. Dans ton dernier livre, La ville analogique, tu dis que l'arrivée du téléphone intelligent est, selon toi, un pivot de changement? Mais moi, je vois un pivot important qui correspond au moment où on commence à utiliser ce qu'on appelle souvent l'informatique ubiquitaire, c'est-à-dire des téléphones intelligents notamment, mais donc des appareils qu'on peut apporter dans l'espace public. Oui. Je pense que pour moi, ça, c'est le pivot qui m'apparaît important en ce qui concerne le développement des villes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on vit nos existences dans l'espace public en étant à la fois présent sur place, mais connecté à autre chose aussi ailleurs simultanément, dans ce qu'on appelle le don d'ubiquité, oui. Oui, c'est ça, exact. Et ça, pour moi, je pense que c'est fondamental. Et assez pour le nommer comme une sorte de moment pivot ou un changement de paradigme. Puis ça a changé aussi notre notion d'espace privé, d'espace public. C'est un peu ton analyse de la chose. Oui, c'est toute une des hypothèses sur lesquelles on peut travailler parce que je pense que c'est assez nouveau comme transformation, que c'est difficile à dire à quel point tout ça est durable, mais il y a effectivement des tendances qui s'installent. Puis une des tendances, c'est de dire que effectivement, l'espace public a changé de lieu. L'espace public, c'est plusieurs choses, évidemment, l'espace public. Mais il se situait traditionnellement dans les parcs, dans les cafés, dans les réunions publiques politiques, dans les chambres syndicales, etc. Ça se déployait de toutes sortes de façons, dans les médias aussi, dans les journaux. Et ce qu'on voit maintenant avec les médias sociaux, c'est que cette sociabilité-là, elle a changé d'espace. Puis les grands débats de société aujourd'hui, soit qu'ils viennent directement des médias sociaux, par exemple, ou si c'est pas le cas, si ça vient, je vais dire entre guillemets, de la vraie vie, on va en parler dans les médias sociaux. Il y a un déplacement qui fait en sorte que l'espace public est de plus en plus virtualisé et change notre rapport à cette actualité-là, au débat public complètement. On l'absorbe différemment désormais. Et quand je parle dans le livre de renversement, c'est une idée que je propose avec d'autres aussi, c'est de dire, alors si l'espace public est rendu sur notre téléphone, sur notre portable, sur notre ordinateur, qu'est-ce qu'est l'espace public en dehors de chez nous? Exact. Puis, l'exemple que je donne dans le livre, c'est de dire, si on passe la journée à lire les nouvelles, à échanger des informations en ligne, à acheter j'ai acheté une chaise ce matin, j'ai acheté un fauteuil ce matin en ligne, justement, ça me fait penser à ma propre journée.
donner son opinion, s'informer sur le monde, etc., exister dans l'espace public en ligne, puis qu'à la fin de journée, de la journée, on ferme son ordinateur, puis on va prendre une marche dans le quartier. La question, c'est qu'est-ce qu'est l'espace public, puis qu'est-ce qu'est l'espace privé? Hein? C'est comme si... Est-ce que notre quartier devient à ce moment-là notre salon? C'est un peu... Exactement. Puis, alors, donc ça, comme je disais, c'est une hypothèse qui flotte depuis quelques années. Et on peut même aller un petit peu plus loin en disant que, effectivement, quand on a, pendant la pandémie, commencé à utiliser massivement le télétravail, ce qu'on voyait, notamment dans les périodes où il y avait des confinements, par exemple, c'est que les gens sortaient de chez eux pour faire des activités qu'ils faisaient davantage chez eux avant. Que ce soit un anniversaire ou... comme un besoin d'agrandir l'espace. Exact. Ouais. Exactement. Puis de dire, au fond, pour tout ça, c'est possible. On peut le faire, on peut utiliser je parle de la ville dans le livre, mais on pourrait dire nos milieux de vie. Ça n'a pas d'importance que ça soit dans un milieu densément peuplé. C'est juste sortir de chez soi, effectivement, puis sortir de son terrain, aller voir les voisins, aller se promener dans les rues, etc., rencontrer des gens. En te lisant, je me disais, la politique municipale, c'est le palais de gouvernement qui est le moins suivi de la population. C'est celui qui a le moins d'adhésion au niveau du vote. Donc, à ce moment-là, si on se réapproprie autrement l'espace public, si on en prend plus conscience que c'est important pour nous, est-ce qu'on est aussi dans un pivot de changement par rapport à notre lien à la ville? Tout à fait. Je vois très bien comment on pourrait investir davantage d'énergie au niveau municipal, en général, puis faire en sorte qu'effectivement que ces milieux de vie-là, disons, sous le couvert de la politique municipale, sont gérés de manière très concrète. Là. C'est comment on fait la voirie, comment on fait ci, comment on fait ça. Je pense que c'est tout à fait envisageable de penser qu'on pourrait investir davantage d'énergie à ce niveau-là, sans évidemment abandonner le reste du monde, des problèmes du monde entier. En termes d'espace public, on s'est habitué à un certain niveau de confort qui est correct. Tu sais, dans les parcs, les aménagements, c'est confortable. Il y a des arbres, il y a de la pelouse. Mais je me disais, on peut peut-être aller un petit peu plus loin aussi puis dire, si on va passer davantage de temps là, si on veut s'installer confortablement pendant plusieurs heures, pendant une journée avec, je sais pas moi, un groupe d'amis, on peut peut-être les aménager un peu différemment aussi en disant, on veut des niveaux de confort supérieurs, des niveaux d'intimité supérieurs, par exemple. Je comprends qu'on peut pas faire un solarium dans le parc au coin de la rue, mais je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de hamacs, plus de mobilier qu'on peut déplacer. Par exemple, on sait que dans la recherche, on sait que le sentiment d'appartenance des gens augmente plus ils ont la possibilité de modifier, de transformer eux-mêmes leur espace de vie. L'exemple typique, c'est le jardin communautaire. C'est ça, donc qui est approprié par les gens. C'est leur lotissement, leur lot, pardon. Alors, ils s'en occupent, ils se l'approprient, ils en prennent soin. On s'est habitué dans les parcs, par exemple, parce que tout soit minéralisé, l'équipement est attaché au sol. Un peu aseptisé. Puis il y a pas vraiment de raison pour que ça soit comme ça. Si on y pense comme faux, il y a pas de danger à ce qu'on fasse confiance aux gens puis on leur dise, je comprends si on se fait systématiquement voler des chaises, c'est peut-être une bonne idée de les attacher le soir. Mais si on laisse plus d'équipements, de choses qu'on peut manipuler, des tables qu'on peut déplacer, plus d'espace pour faire des barbecues, etc., moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable comme aspiration. Puis si ça fait en sorte que les gens aient avantage envie d'y aller puis y rester, tant mieux. Puis de manière très implicite, on est en train de modifier ses comportements, puis ça devient moins énergivore comme mode de vie. Le mot ancrage revient beaucoup là, dans ton écrit, dans ton essai. Peux-tu définir un peu l'ancrage? Je vais le décrire en utilisant ce que moi je conçois comme un synonyme, c'est celui de prise. Une prise, c'est quelque chose qui nous rattache à notre milieu de vie et qui fait en sorte qui nous cloue pas au sol non plus. Hein. Ça veut pas dire qu'on passe tout notre temps là. Ça veut pas dire qu'on n'aspire pas à vivre ailleurs ou à explorer d'autres milieux, mais ça veut dire que notre milieu de vie, finalement, c'est pas juste un endroit transitoire
entre notre maison puis notre travail, ou l'endroit où on habite puis là où il y a nos amis. Hein, c'est un milieu dans lequel on se sent intégré. Mm-hmm. C'est comme ça que je conçois les ancrages. Et je pense que c'est important de dire aussi qu'on vit à une époque où, sans nécessairement s'en rendre compte, on a de moins en moins de ces ancrages-là. Hein, nos réseaux sociaux, j'utilise le terme par exprès, se déploient différemment à travers des réseaux, justement, qui sont pas nécessairement localisés géographiquement. C'est des amis un petit peu éparpillés partout sur le territoire. Et tant mieux qu'il y ait ça. Mais ce qu'on a rajouté comme couche de sociabilité fait aussi en sorte, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas nécessairement de corrélation entre les deux, mais on n'a pas remplacé une sociabilité de proximité. En fait, ce qu'on avait avant avec des organisations sociales, dans les églises, par exemple, avec le parvis de l'église, où après la communion, on se réunissait, puis on pouvait se parler. C'est même, le parvis de l'église est conçu littéralement, architecturellement, pour réunir les gens. Mm-hmm. C'est le moment civique après la messe. Ben, ce type d'institution-là, on n'en a plus beaucoup dans nos vies. On n'en a plus beaucoup près de chez soi. On connaît moins les gens. Et si on a la possibilité d'avoir, je sais pas, 1 ou 2 commerces où minimalement les gens nous reconnaissent, ou ils connaissent notre nom, où on peut échanger comme ça avec ses voisins, c'est là que je pense qu'on peut créer des ancrages. Puis c'est de l'énergie qui est intéressante à dépenser dans une vie. Qui est bienfaitrice, en fait. Ah, tout à fait, tout à fait. Ça reste des contacts qui sont faibles. On veut pas nécessairement que ces gens-là sachent tout sur nous, connaissent notre parenté, mais c'est juste se croiser, se côtoyer. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut développer quelque chose. Puis ce que je constate dans la participation citoyenne dans les quartiers, puis dans mes recherches aussi, on le voit bien, c'est il y a un effet d'entraînement. Plus on connaît quelqu'un, après, on connaît une deuxième personne, puis là, on s'implique, éventuellement, on est intégré à un projet, puis là, tout ça a un effet boule de neige. Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui a envie là, d'aller construire des bacs à sable dans les parcs de son quartier, ou de s'impliquer. Donc, il y a des personnalités différentes, des gens plus introvertis, plus extravertis, il y a des gens qui sont très occupés ou à des moments charnières de leur vie, ils n'ont pas le temps, peut-être avec des enfants, des jeunes enfants, par exemple, c'est pas des années où on s'implique nécessairement. Mais ce que je constate par ailleurs, puis ça, c'est la recherche sur le placemaking qui me le montrait aussi, c'est que il manque souvent seulement des occasions de se rencontrer. On parle, nous, on parle de réunir les conditions de la convivialité. La convivialité, ça veut pas dire, comme je disais, monter des projets ensemble. Ça veut juste dire trouver des moments ou des endroits ou des prétextes. La messe, on pourrait le concevoir comme une sorte de prétexte pour se rencontrer dans une communauté. Et au-delà de l'aspect religieux, on est là, puis penses-tu que c'est à l'institution municipale de les créer, ces moments-là? Peut-être. Peut-être les facilités. Ouais. Mais je vois aussi des exemples, par exemple, de projets participatifs en Angleterre. Par exemple, à Londres, il y a un gros projet qui s'appelle The Participatory City, où là, c'est vraiment un réseau citoyen de gens qui s'échangent des services. Je ne sais pas comment dire, c'est une espèce de Kijiji à grande échelle, si on veut, mais dans des lieux communs. Alors, disons, une bibliothèque d'outils, par exemple, ou des choses comme ça. Des trucs comme ça. Puis ils s'organisent entre eux, puis c'est vraiment basé aussi sur le partage des savoirs, des connaissances. C'est des réseaux qui sont gratifiants dans le sens où les gens entrent là-dedans, puis ils aident les autres, ils partagent leurs connaissances, leurs savoirs, que ce soit en photographie ou en billard ou en jardinage, je ne sais trop. Mais au fond, ça ne dérange pas. C'est juste dire on participe à quelque chose commun. Puis c'est peut-être aux citoyennes aussi de développer ces réflexes-là, d'être peut-être davantage attentif à ce qui se passe autour, de participer des fois, puis se rendre compte que je sais pas, moi, aller à l'activité, la course qui est organisée dans son quartier, ça fait en sorte qu'on rencontre une personne, puis une autre personne, puis une autre personne.
c'est vrai qu'elle est bienfaitrice, cette énergie. Je pense que je remercie chaque jour mon bon voisinage. 2022, des temps bien particuliers pour tout le monde. Une pandémie pas terminée, le télétravail accepté et notre don d'ubiquité grâce au numérique. Une ère de renversement. Une période qui amène à nous approprier de plus en plus notre milieu de vie, un peu inconsciemment. Notre ville devient notre chez nous, notre quartier, notre salon. Je souhaite que ça augmente notre envie d'investir davantage d'énergie au milieu municipal. Qu'il y ait plus de prétextes, de réflexes en ce sens, plus de convivialité. Mais j'ai osé lui demander, pour savoir concrètement, c'est quoi la ville analogique? Ça a été la convergence de plusieurs idées en même temps. D'une part, je constatais que dans les milieux urbanistiques, on parlait du numérique puis de l'arrivée de la ville intelligente, mais on en parlait beaucoup comme quelque chose comme d'inévitable un peu, c'est-à-dire que donc il faut tout intégrer. Oui, mais la ville intelligente, c'est pratiquement un mythe, là, d'ailleurs, moi je trouve. Là, c'est quelque chose de très intangible, qui est même différente d'une version à l'autre, dépendamment de qui en parle. Là. C'est pas toujours... Ah oui, ça c'est un concept un peu fourre-tout pour l'instant. Oui, exact. Mais disons, si on l'entend de manière générale comme l'idée d'une part, de numériser le fonctionnement urbain, c'est-à-dire mettre des senseurs partout. Ça, c'est un des volets. Au niveau de l'organisation, comme organisme urbain, il y a ça. Le partage de données, puis bon. Exact. Il y a l'idée de la rendre plus intelligente au sens plus théorique dans ce cas-là, en tout cas pour l'instant, c'est-à-dire une ville qui serait en mesure de prendre presque des décisions par elle-même en fonction de la quantité d'informations qu'elle accumule. Puis dans ce sens-là, donc, on déplace le curseur au niveau de la gouvernance des humains de plus en plus vers des systèmes autonomes qui prendraient des décisions pour nous. Ce qui est déjà le cas en réalité. C'est-à-dire que même par rapport à notre utilisation du numérique, par exemple, il y a des décisions qui sont prises pour nous en termes de visibilité contenu. Qu'est-ce qu'on nous présente? Comment, dans quelle case on nous inscrit? Et au niveau des fonctionnements urbains, il y a déjà un peu de ça qui commence. Mais j'avais un petit peu l'impression que j'essaie d'expliquer pourquoi analogique. Je voyais ça, je trouvais qu'il manquait peut-être un regard davantage critique par rapport à l'adoption de ces technologies-là. Je voyais par ailleurs un malaise dans le passage au numérique, ressenti un petit peu partout autour de moi. Puis d'autre part, j'ai une carrière parallèle de musicien. Puis dans ces milieux-là, on est vraiment habitué de comparer toutes les technologies digitales, numériques, et analogiques. Donc, soit les vieux instruments, les vieux processus d'enregistrement, le tape et tout ça. Puis, on parle souvent des différences, des qualités propres à ces deux types de technologies-là. Ouais, moi-même, j'aime les vieilles. L'analogique sonne plus vrai. Oui. Ça fait partie de tout ça aussi. Puis, j'aime passer de l'un à l'autre. Je suis presque gêné de le dire, mais je traîne pas loin de moi une vieille machine à écrire qui me permet non pas de faire mon frais puis d'aller écrire des livres dans le parc puis de me penser bon. Mais je le fais un peu caché, mais il m'arrive de prendre la machine à écrire pour écrire une première version de texte, par exemple, puis vraiment me couper complètement du monde, puis me forcer à structurer les phrases au fur et à mesure que je les écris. Il y a quelque chose qui est très tangible. Après quelques heures, il y a une petite pile de pages sur le bureau, puis je trouvais que c'était satisfaisant. Puis je me disais, finalement, si on voulait penser des pratiques qui existent déjà dans les villes, peut-être d'autres à améliorer, peut-être d'autres à inventer, mais en tout cas, finalement, un projet de ville qui serait, au fond, une réponse à la ville intelligente. Puis je me suis dit, pourquoi pas dire la ville analogique, hein, Puis en plus, il y a l'idée d'analogie, parce que ce que je suggère dans le livre, c'est de dire, allons un pas plus loin, prenons acte de cette nouvelle réalité-là sociale, cette nouvelle donne-là sociale, elle est en ligne, soit on en constate par ailleurs les défauts, hein, on voit ce que ça fait au niveau des relations humaines, et pourquoi, comme projet de ville, ne pas partir de ces défauts-là du numérique, en disant, si tout est trop rapide en ligne, est-ce qu'on peut justement se servir de la ville concrète, réelle autour de nous? Tu proposes un ralentissement d'ailleurs. Je propose de ralentir à ce moment-là. Je propose comme projet de ville de dire on va en faire des lieux de ralentissement. Puis, la ville idéale pour toi? C'est ça. Pour moi, la ville idéale, c'est un fatras, en fait. Elle est pas idéale dans le sens qu'elle a des défauts.
Elle a des presque défauts. idéale là-bas. Elle est presque idéale. Mais tu sais, je le vois plus comme, je sais pas, moi, tu sais, une maison où on se chicane un peu, puis il y a mais on est capable de se réconcilier, puis on s'aime. Je sais pas comment dire. C'est davantage quelque chose comme ça. Pour moi, c'est une organisation qui aurait des défauts, qui est pas parfaite, qui est résiliente, qui est capable de s'adapter, puis dans laquelle, finalement, nonobstant des différences, puis des écarts, parce que j'en parle pas beaucoup dans le livre, c'est un sujet qui était davantage difficile à traiter sous l'angle que j'avais abordé, mais les villes sont marquées par des inégalités importantes aujourd'hui. Mais ça veut pas dire, par ailleurs, qu'on peut pas vivre ensemble et partager une expérience, hein, au-delà des différences de revenus ou de statut. Hein, je pense que pour moi, une ville idéale, c'est une ville où, nonobstant ces différences-là, en espérant qu'elles soient pas trop vastes, puis qu'on tende à les diminuer, les inégalités, mais que ça reste par ailleurs un milieu où on peut vivre ensemble, finalement. Donc, des milieux davantage bigarrés dans le vrai sens du terme, avec des gens aux aspirations différentes, aux idées différentes, mais qui sont capables de vivre ensemble, de se parler, de trouver un terrain commun minimum entre eux. Tu veux pas parler de nostalgie, mais donc tu as quand même de l'espoir dans tout ça. Pour terminer, c'est un message d'espoir. Totalement d'espoir. Puis bon, c'est dans le livre, je me défends d'être nostalgique parce que l'idée, c'était pas de dire, revenons à ce que c'était avant. Revenons au perron d'église, moi. C'est pas ça. C'est ça. Puisque c'était pas meilleur. C'est pas ce que je pense, au contraire. Mais ce que je pense, c'est que quand on a un rapport au changement technologique qui est trop optimiste, on oublie qu'il y avait des choses qui fonctionnaient déjà avant, puis qui fonctionnaient peut-être mieux ou en tout cas aussi bien. Puis je vais revenir à l'exemple de l'automobile, c'est que on a accordé beaucoup d'importance à l'automobile dans l'organisation des villes. On est en train de revenir en arrière parce qu'on se rend compte que le vélo puis la mobilité douce, vélo qui est une technologie qui est beaucoup plus ancienne, beaucoup moins avancée technologiquement, mais on se rend compte que c'est plus efficace pour beaucoup de choses. Puis sur le plan écologique, évidemment, ça fait une grosse différence. Je pense que c'est important d'encourager davantage l'informalité. C'est-à-dire que tout ne soit pas réglé au quart de tour. Ça revient à l'idée, à ce que je disais il y a un instant, je vois pas d'une ville parfaite, je vois des solutions peut-être optimales, mais quand on a un projet justement de type placemaking où on fait un site, puis on demande aux gens de le faire évoluer, puis on leur demande leur avis. On est prêt à mettre la hache dedans si ça fonctionne pas. C'est peut-être ça, être durable aussi, plutôt que de penser un projet parfait avec, je sais pas moi, quand tu parles de placemaking, on parle de lieu éphémère, là. C'est un peu ça, non? Oui, notamment, ou je me trompe? c'est ça. Oui, c'est ça. Exact. Puis c'est une grande famille, il y a de tout maintenant dans le placemaking. Moi, je parle même de plus en plus d'urbanisme agile. Oui, c'est ça. Oui, je l'avais noté. Urbanisme agile. Oui, c'est comme une catégorie vaste, là, mais c'est toutes sortes de projets qui, au lieu de s'installer seulement dans la grande durée, ce qui est important pour un certain nombre de choses, des réseaux de transport structurants, des systèmes comme ça où on a besoin de le penser à grande échelle, à grande durée. Mais il y a d'autres choses aussi au niveau de la sociabilité qui peuvent être faites de manière plus artisanale, avec des projets de piétonisation, par exemple. On en voit de plus en plus, puis c'est pas nécessairement toujours des réussites, mais souvent on se rend compte que finalement, pendant quelques mois, le fait qu'il n'y ait pas de voiture, ça fait converger des gens qui donnent des fois une occasion de convivialité, justement. Mm-hmm. On peut se rencontrer davantage. Alors moi, je pense que c'est possible de faire ça. Puis quand je parle d'informalité, ce que je veux dire, c'est que on a cette conception-là de l'espace dans lequel chaque lieu devrait être clairement défini. Oui, le zonage. À tel endroit. Le zonage, le zonage nous a enlignés là pas mal, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, là, il y a le commerce. Notre vie devrait être organisée comme ça, en point A, point B, entre lesquels on va circuler en voiture. Point A, lieu de résidence. Point B, lieu de travail. Point C, lieu de loisirs, là, défini de manière très précise. Moi, je me dis, pourquoi pas mélanger notamment ces trois types de lieux-là, puis les lieux de loisirs, pourquoi pas permettre justement que les gens fassent plus d'activités dans un même espace, puis qu'ils gèrent entre eux finalement des conflits d'usage éventuels. Ouais, c'est quand on fait confiance aux gens, en général, je trouve que le résultat
C'est un peu de redonner la ville aux gens, en fait. Exactement. Puis peut-être les infantiliser un petit peu moins. Je ne sais pas si c'est infantiliser qu'on a fait ou bien qu'on les a carrément coupés de la possibilité de comprendre. Tu sais, je sais pas. Il y a peut-être un effet de chasse gardée des professionnels aussi, des fois, où on dit attendez, c'est pas comme ça que ça se fait. Puis là, on nous explique qu'il y a un millefeuille réglementaire qui fait en sorte que non, on peut pas juste faire ça. Puis souvent, tu sais, si on continue à poser la question, OK, mais pourquoi on peut pas vraiment? Il y a pas de, je veux dire, c'est pas de l'astrophysique, là, c'est de mettre un dos d'âne sur une rue trop rapide. Puis je me demande aussi, on a insisté beaucoup sur les processus participatifs dans les dernières années, ce qui est très bien, ce qui est une avancée, certainement. Mais je me demande si des fois, ça devient pas des processus qui sont assez lourds aussi, qui prennent beaucoup de temps, où là, finalement, on s'adresse beaucoup à des citoyens qui sont très mobilisés, puis qui vont faire des ateliers de co-création. Peut-être des citoyens aussi qui ont je faisais un anglicisme, mais qui ont un agenda, puis qui arrivent avec... ils ont une idéologie ou en tout cas, ils veulent s'attaquer à un problème en particulier, puis ils prennent toute la place. Je pense que ça peut être assez rébarbatif, ou en tout cas, pas nécessairement attirant pour le citoyen lambda qui veut commencer à s'impliquer comme ça. Je critique pas en soi les processus participatifs, je trouve qu'ils sont importants, mais je trouve que des fois, ils sont peut-être un peu lourds. Il y a peut-être d'autres mécanismes qui sont plus intéressants des fois que ces longs processus-là de consultation ou des processus participatifs qui peuvent aussi donner des projets qui sont un peu gris des fois. On fait converger beaucoup d'idées, puis on veut tout faire en même temps, puis là, on met ça sur le bureau d'une firme d'ingénierie ou d'architecte ou d'urbanisme, puis ça revient, puis c'est comme c'est ça. Ça manque de vivant. Donc, vivacité, flexibilité, agilité, c'est ça? Exact. C'est-à-dire, les approches plus agiles, effectivement, il est possible des fois de dire, le prototype, c'est le projet. C'est ça. On l'a fait avec des matériaux recyclables, en tout cas plus ou moins légers. Puis on commence petit, puis si ça marche, la deuxième année, on le fera un peu plus gros, puis on va stabiliser le truc pour que peut-être qu'à terme, ça va s'installer, puis ça va fonctionner. Et le quartier des spectacles à Montréal, ça a été un peu ça, l'histoire de son développement. C'est un quartier qui était, avec la fin du Red Light, un peu la reconstruction du centre-ville des années 70. Puis là, le festival de jazz s'installe là, le festival Juste pour rire. Puis éventuellement, cette dimension-là plus événementielle, on l'a pérennisé à travers des projets et des installations en disant, mais ça va être la nouvelle vocation du quartier. Mm-hmm. Donc, ça peut être un parcours qui est suivi. Comme Guillaume Etier, nous vivons tous un certain degré de malaise face au numérique envahissant. Honnêtement, je partage un peu beaucoup sa vision de projet de ville. Une ville agile qui prend acte des nouvelles réalités. Et effectivement, pourquoi pas ralentir? Pour ma part, je ne veux pas attendre que les curseurs prennent des décisions sur le bien de mon environnement immédiat. Permettre une certaine informalité, être prêt à remettre en considération des aménagements pour mieux s'ancrer dans nos réalités. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Guillaume. Je t'en prie. Ça me fait plaisir de te parler. En espérant même si on n'est pas ensemble. Mais oui, on va peut-être se rencontrer en vrai un jour. On va se croiser. Il faudrait prendre une auto pour ça, tu vois. On recommence. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de TGV rapide entre Sorel et Montréal encore. Non, ça s'en vient, En espérant vous avoir fait aimer un peu plus la chose municipale. Merci d'écouter, de partager, de me contacter. Je vous invite à me suivre, à aimer la page Facebook Corina et la chose municipale et à visiter le www.corina.buzz.